Bienvenue sur la toile pour un petit format court en mode rétro, puisqu'on va revenir aujourd'hui au tout début des années 2000 avec ce film déjà oublié, cette 7e adaptation du roman d'Alfred Edward Mason, The Four Feathers, Les 4 plumes blanches en VF. Ce film, sorti en France sous le titre bien débile Frères du désert, c'est un projet sur lequel le sort se sera acharné, le genre de long métrage condamné dès le début à aller au casse-pipe et à subir une réception critique et publique calamiteuse. Et pourtant il y a de beaux restes dans le montage qui nous est proposé aujourd'hui, et qui méritait sans aucun doute un bien meilleur accueil. Retour sur un film sorti au mauvais moment, tombé dans les mains des mauvaises personnes, et injustement passé sous le radar. Le générique de Four Feathers, sorti sur les écrans en 2002, a de quoi faire rêver à la barre de ce grand film d'aventure. Shekhar Kapoor, un réalisateur indien tout juste auréolé à l'époque du succès critique et public de son premier long métrage en langue anglaise, le drame historique Elizabeth. Vous vous souvenez sans doute de ce film chroniquant les premières années du règne d'Elizabeth Ier d'Angleterre, avec Cate Blanchett dans le rôle titre. Au vu du sens de la mise en scène du bonhomme, on est déjà en confiance. Si on ajoute au casting des noms comme ceux de Heath Ledger, Jimon Hounsou, Kate Hudson, Wes Bentley, on demande où faut signer, et si on nous offre en plus, en guise de touche finale, une partition composée sur mesure par le grand, l'immense James Horner, la messe est dite. Alors pourquoi donc ce film, qui avait tout pour se retrouver tout en haut de l'affiche, dans la catégorie épopée romanesque au souffle épique, se retrouve-t-il aujourd'hui méprisé par la critique et boudé par une grande partie de la communauté cinéphile? Sincèrement, qui s'en souvient de ce film? Un petit 41% critique sur Rotten Tomatoes, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même pas Byzance. 18 millions de recettes aux States, 30 au total tout autour du globe, c'est pas la folie, même pour une production très modestement budgétée à 35 millions, ce qui représente, entre parenthèses, une toute petite enveloppe pour ce genre de grand spectacle en costume d'époque et avec de grosses scènes de bataille. C'est rikiki, mais bon, on est quand même en droit de se demander à quel moment ça a commencé à merder. Bah c'est assez simple en fait, le film se retrouve à sortir en septembre 2002, donc dans l'Amérique post-11 septembre 2001, et ce genre de grand spectacle guerrier offrant une vision pour le moins ambivalente du colonialisme n'a plus trop le vent en poupe. De plus, et vous allez voir que ça a son importance, le film sort sous le pavillon Miramax, et on parle à l'origine d'un premier montage validé par le studio qui avoisinerait les 3 heures, donc une proposition à l'origine ambitieuse, qui cherche à retrouver le souffle des grandes péloges d'aventure d'antan à la David Lean. Mais voilà, dans l'Amérique post-11 septembre, avec ce projet risqué sur les étagères, on cherche à limiter les risques, voire à limiter la casse. Et le studio, Miramax, est à l'époque aux mains des frères Weinstein. Les deux frangins sont toujours à la tête du studio, rachetés pourtant par Disney depuis 1993, et ils n'en partiront que 3 ans plus tard, à la suite de divergences artistique, dirons-nous. Alors, Harvey Weinstein n'est pas qu'un gros dégueulasse dans le privé, c'est aussi un producteur tendance businessman, qui aime bien à l'époque apporter sa participation active au montage, démontage, remontage de plein de projets distribués par sa compagnie. En gros, c'est un charcutier qui a la main lourde, et c'est pas pour rien que lui et son frangin sont surnommés à cette période les frères Ciseaux. Et voilà donc le film refourgué dans les mains de son réalisateur. Alors, il a quand même eu de la chance parce qu'il a pu lui-même se charger du nouveau montage de son bébé, ça aurait pu être bien pire, mais bon, il est renvoyé en salle de montage, sommé poliment de livrer une version plus bankable de ce Four Feathers, donc de l'amputer d'un tiers de sa durée et de revenir à un format plus exploitable de 2 heures. Au final, le film visible aujourd'hui fait 2h12, tout mouillé de chaud, et les coupes consenties se sentent malheureusement un peu quand même, et c'est un peu le problème principal de ce film, dans lequel on devine assez souvent l'ombre de la grande épopée qui nous était promise. Le bouquin adapté ici date du début du XXe siècle, de 1902 exactement, c'est un classique anglais de la littérature d'aventure adapté déjà 6 fois auparavant, dès 1915, avec une production muette, puis dans les années 20, 30, 50, 70, enfin bref, c'est pas la première fois qu'on adapte pour le grand écran cette histoire d'un jeune officier britannique, Harry, engagé dans l'armée en 1880. Le jeune homme évolue dans les sphères de la bourgeoisie anglaise, dans les couloirs d'une école militaire, il coule des jours heureux avec ses amis soldats, il passe son temps entre parties de rugby et soirées mondaines avec sa promise de bonne famille, Ethné, et joue au caïd, bien éloigné des lignes de front. Seulement voilà, l'ordre tombe pour sa compagnie de se rendre au Soudan pour secourir un général et aller mater une révolte naissante, et ça, c'était pas prévu dans les plans d'Harry. Si ses collègues sont super chauds pour aller enfin tâter du fusil, lui se verrait bien rester à l'abri, bien éloigné des lignes ennemies, et le voilà qui quitte l'armée, il démissionne tout simplement. Immédiatement, son père haut gradé le renie ouvertement. 3 de ses camarades vont, avant de partir, lui remettre chacun une plume blanche, symbole de lâcheté. La dernière plume lui sera remise par Ethné elle-même, qu'il quitte dans la foulée. Le garçon tombe au fond du trou, déshérité, il ne peut plus compter sur personne, et décide, le jour où il apprend que ses anciens camarades sont en grand péril, de se rendre finalement de lui-même au Soudan. Là, il va se lier d'amitié avec le rebelle Abou Fatma, braver 1001 dangers, se faire passer pour un local,
et entreprendre de traverser le pays en guerre pour retrouver ses amis. Vous avouerez que ce genre de pitch, ça fait rêver, mais vous imaginez bien aussi qu'il va en falloir du métrage pour pouvoir traiter pleinement l'évolution, la quête de rédemption d'un tel personnage, et c'est un peu là du coup que le bas blesse, parce que 2 heures, c'est long, mais court en même temps, et quand Harry doit vivre 1001 aventures, avant de retrouver ses amis, de racheter son honneur et sa dignité, de faire face à nouveau à sa bien-aimée, sur laquelle un de ses amis a jeté son dévolu entre-temps, et de régler finalement ses comptes, 2 heures, ça fait un peu court. On imaginerait plus aujourd'hui à l'ère Netflix une mini-série pour traiter un tel sujet qu'un film de 2 heures, et on ressent du coup, à la vision de ce film, ce sentiment d'assister à un spectacle fort, généreux, quelque peu arythmé, mais riche en morceaux de bravoure, et d'avoir dans le même temps à certains moments une impression de manque, et on ne s'en rend pas forcément compte de suite, avant que le récit nous amène parfois à nous interroger, à se dire « mais j'ai loupé une scène ou quoi ?» Le meilleur exemple de ça, c'est la dernière plume remise à Harry, celle qui va lui faire le plus mal, et qui va motiver tout son parcours, c'est celle que lui remet sa compagne Esnée lorsqu'elle le quitte. Cette scène ne figure pas dans le film, et personnellement j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était que cette 4e plume et d'où elle venait. Alors on peut toujours se dire que c'est une ellipse volontaire, mais le film est monté de telle façon qu'on a ce sentiment de manque, et pas qu'à cet instant précis, à plein d'autres moments également, et beaucoup de gens reprochent du coup, à juste titre, à ce film ce manque d'investissement émotionnel qu'on pourrait avoir pour des personnages dont on approfondirait davantage les motivations. Les acteurs sont tous excellents, bien entendu, et ce n'est certainement pas de leur faute. Heath Ledger est parfait dans un rôle à l'origine envisagé pour Jude Law, il porte sur lui l'aplomb conquis sur les tournages de Chevalier et de The Patriot, Kate Hudson a refusé le rôle de MJ dans Spider-Man pour participer à ce film, Jim Anunsu est impérial dans un rôle qu'on dirait emprunté à Morgan Freeman dans le Robin des Bois de Kevin Costner, Wes Bentley est comme toujours impeccable, non les acteurs sont là, et bien là, mais il manque ce petit supplément d'âme tombé sur le sol de la salle de montage, tout simplement. Et ça se sent surtout au niveau des motivations d'Harry, qui passe quand même rapidement du statut de pleutre qui quitte l'armée à celui d'un soldat en quête d'une rédemption qui va lui faire parcourir le Soudan. D'autres détails aussi semblent du coup perdre de leur importance, comme le symbole du carré. On insiste beaucoup là-dessus, mais je pense que c'était sans doute mieux amené dans le montage initial. On forme un carré sur la piste de danse pour laisser Esnée et Harry danser ensemble en toute intimité, comme on forme une formation en carré sur le champ de bataille pour éviter d'offrir un côté vulnérable à un ennemi en nombre supérieur. C'est lourd de symbolique et c'était une formation très utilisée par l'armée britannique à l'époque pour faire face à des ennemis moins bien équipés ou à cheval. Alors en l'état, et c'est pour ça que je vous en parle, le film reste admirable. Je dois avouer qu'il m'avait moins frappé lors d'une première vision à l'époque. En le redécouvrant récemment, je me suis quand même rendu compte des évidentes et très nombreuses qualités de ce film qui rendent du coup ses défauts encore plus regrettables. Et d'ailleurs, au passage, on pourrait dresser de gros parallèles entre ce récit et celui de Dune, récemment revisité par Villeneuve, notamment au travers du prisme de la civilisation orientale, avec ce Mahdi, ce Messie qui apparaît dans les deux récits, aux yeux du peuple comme un libérateur venu pour les sauver. Il n'y a pas que ça, hein, et c'est intéressant de voir la perception qu'avaient les Occidentaux de cette société méconnue au début du XXe siècle, et de voir à quel point cette vision a inspiré Frank Herbert pour son classique de la SF. Mais revenons à nos moutons, Four Feathers en l'état, ça reste donc sublime, tout de même, et pour un budget de 35 millions seulement, on en a plein l'écran. La grande bataille d'Aboukli rivalise avec les plus grandes batailles du cinéma, des tonnes de figurants envahissent l'écran entre les chevaux, les canons, les explosions, l'infanterie, les pointes des baïonnettes, c'est juste grandiose, et le film parvient tout de même au final à vous donner ce que vous étiez en droit d'attendre d'une telle proposition. C'est spectaculaire, avec des morceaux de bravoure qui explosent à l'écran, on a de la romance contrariée, des paysages naturels à couper le souffle, des histoires d'amitié brisées, puis retrouvées, une touchante histoire de renoncement, puis de rédemption magnifiée par une somptueuse partition de James Horner en parfaite imitation de lui-même. Bref, vous l'aurez compris, j'aime ce film, et je sais que vous l'aimerez aussi s'il vous vient l'idée de lui redonner sa chance. Alors je l'ai pour ma part en DVD Zone 1, très bonne facture, mais vous pouvez le trouver également dans toutes les bonnes boutiques d'occasion de France et de Navarre, et en DVD seulement, puisque je ne crois pas qu'il soit sorti en Blu-ray, ailleurs qu'en Allemagne, dans une copie sans français, ni langue, ni sous-titres. Alors après, on peut toujours espérer voir débarquer un jour une version longue de ce film, un director's cut en 4K, pourquoi pas, perso, bien malheureusement j'y crois moyen, mais les bandes existent, donc on peut toujours espérer, ça coûte rien. Voilà, et ben je crois que j'ai réussi mon pari de faire des formats un peu plus courts, et d'essayer de tchatcher un peu moins pour éviter de me retrouver avec trop d'images à monter. J'espère que cette émission vous aura plu, et surtout qu'elle vous aura donné envie de revoir ce Four Feathers, Frères du désert, en l'appréciant pour ce qu'il est, en l'état, un grand film d'aventure. Du coup, il me reste à vous dire à bientôt pour une nouvelle diffusion. De quoi on parlera, j'en sais encore rien, mais j'ai plein de trucs dans les cartons, musique, cinéma, bande dessinée. Ça dépendra de mon humeur du moment, j'espère que la vôtre d'humeur est bonne et que vous profitez pleinement de votre temps libre. Faites-vous plaisir, soyez curieux, toujours, et moi je vous dis à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!